Rebonsoir à toutes et à tous. Nous sommes de retour. On va faire un petit test niveau son. Et là, on a vraiment assuré nos arrières. Et je pense que dorénavant, on fera ça. Et on va surtout avoir roulement de tambour. On entend Mehdi, dit Félix. Et bah écoute Félix, Ça, c'est bien. C'est rejoins-nous. ça qu'on veut. Merci. Rejoins-nous et on va parler de la Stardom. On va pas faire plus long au niveau du mystère. Et évidemment, si on parle de la Stardom, on va river la caméra sur Jérôme. Déjà, Jérôme, très content de te retrouver dans le Bonjour. Catch-à-Casse. Bonjour. Moi aussi. Et puis on va faire un peu didactique dans les premières minutes et on va enchaîner après dans le vif du sujet. La Stardom, c'est quoi? Alors, il s'avère qu'en ce moment, dernièrement, j'ai relu plein de choses de Pierre Bellemare et j'ai envie de vous raconter une histoire. J'ai envie de vous Sans raconter en augmentation fait du prix. comment, à 999 francs, Maryse, Tout à je vais fait. pas vous faire acheter un abonnement à la Stardom encore. Ah, Vrai. tu pourrais, hein. Mais puis moi, je ne vends mon corps à personne, je vends mon temps au match de la Stardom, mais c'est déjà bien. Oh, Donc en fait, comment je me suis retrouvé à la Stardom? la vraie Il faut question. que je raconte ça. C'est que il y a de tout, il y a un peu de hasard, il y a un peu de belle histoire. C'est que donc quand je me suis remis le pied à l'étrier du catch par le biais donc de toi, Mehdi et de Choura, Chouchou si tu nous regardes, j'ai après m'être dit que quand même la WWE ça va, j'avais encore quelques bases et qu'en plus AJ Styles venait d'arriver donc on était content. Euh, Donc, je me suis dit, bah, on va aller voir un peu du côté du catch féminin, où est-ce que je peux voir des choses intéressantes. Et entraînant tout à fait sur les internets, en fait, je suis tombé sur une catcheuse masquée, avec un masque de tigre. Et étant donné que j'ai un vrai problème avec le manga animé Tiger Mask, il y a plein de jeunes, enfin de gens de notre âge, leur héros ça a été Sangoku, des trucs comme ça. Moi, mon héros c'était Naoto Date, donc qui est Tiger Mask, le premier Tiger Mask, euh, tout à fait par hasard en fait. Hein. Je me suis dit tiens qui est cette catcheuse qui combat avec un masque de tigre. Et j'ai découvert Starlight Kid, Starlight Okido, qui à l'époque avait 14 ans, qui faisait 1m43 et qui pesait 40 kilos. Et je me suis dit, quoi des catcheurs d'1m40 je... Enfin, à part les cholitas, mais ça, c'est juste parce que les Catcheuse cholitas, mexicaine très stiff, ouais, voilà. très très stiff, sont des petites dames. Mm. Il y a un Euh, documentaire là-dessus, allez voir, vous trouverez ça assez facilement sur internet, approved par Jérôme. Voilà. oui, tout à fait. Je me suis dit, je vais aller voir un peu de quoi il en retourne. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à mettre le pied dans la fédération où se trouvait cette très jeune catcheuse. Hein. Je rappelle qu'elle a commencé à catcher, elle avait 14 ans. Starlight Kid. Et arrivant là, j'ai vu apparaître des catcheuses aussi peu connues que Kairi Ojo, Kairi Sane, Io Shirai, sa sœur Mio Shirai. Rien à J'ai voir avec le jeu. vu, Kyoko Kimura, j'ai vu tout un tas, et puis des tas de catcheuses qui sont aujourd'hui à la WWE, hein. Mm. Dakota Kai, Tegan Knox, Tessa Blanchard qui a aussi fait un passage qui a aussi fait un passage, et je me suis dit, Ouais, Bea qu'est-ce que Priestley, c'est? Tony Storm, Bea Priestley, Tony Storm, et Bea Priestley, elle y est Piper Niven, toujours. voilà. Tony Storm, elle y est toujours. Mm. Jamie Hayter, elle y est toujours. Pas en ce On moment, peut mais elles y aussi, sont, ouais. ouais, on peut parler de la première championne féminine de l'AEW, Riho, qui est, en plus d'être cet enfant qui a combattu Kenny Omega à Oui. l'époque de la DDT il y a très longtemps, est une. Alors, c'est plutôt une freelanceuse, mais qui, là, en ce moment, avec les histoires de frontières fermées, a bien recommencé à s'implanter à la Stardom. Donc, du coup, je me suis dit, bah, je pense que c'est le moment d'aller, d'approfondir cette fédération.
Et il s'avère que l'expérience a fait que j'ai fini par ne plus suivre pratiquement que la Stardom. Donc Alors, c'est du catch féminin, c'est du catch, oui. je calme ton allant, donc du Joshi Puroresu, comme on dit techniquement. Et Oui. il y a, en tout cas pour la Stardom dont tu vas nous parler principalement, il y a des logiques pour que les gens se repèrent qui sont proches de la NJPW, à savoir il y a ce qu'on appelle les stables, donc les écuries, les groupes. Les factions. Les factions, voilà, c'est mieux, parce qu'écurie ça fait un peu Il y a un mot en équidé. français. Ouais. Voilà, merci. Donc ça, c'est les gros repères. Est-ce qu'il y a d'autres grosses spécificités avant de passer à la fois au résultat des derniers shows, à l'état des lieux, mais qui nous permettra de revenir sur plein de choses en même temps? Alors, les spécificités, c'est que alors la Stardom adore les matchs courts. Il y a plein de stipulations où les matchs, c'est 20 minutes max. Par exemple, l'équivalent du J1 Climax, qui s'appelle le 5-Star Grand Prix et qui a lieu sur la fin de l'été et le début de l'automne au Japon, c'est des matchs, donc round robin, hein, des poules, avec des matchs limités à 20 minutes. Et tous les matchs ayant des limites de temps, ça donne des matchs qui sont très intenses. Très très intenses. Il y a vraiment 2-3 minutes au début de manière très académique où les catcheuses essayent de s'attraper la main, se maîtrisent, font un petit contre, des choses comme ça. Mais sinon, c'est vraiment des matchs très intenses. Donc il y a cette spécificité-là au niveau du temps. Alors, il y a une sous-division à la Stardom qui s'appelle la High Speed Division. Parce qu'il y a un titre qui s'appelle le High Speed Champion et en fait c'est des titres pour les petites catcheuses très rapides et extrêmement agiles, et actuellement la championne là-dedans c'est Rio, qui, rappelons, donc avait le titre féminin à l'AEW. Et donc ça a été il y a cette spécificité là. Alors, il faut savoir qu'il y a 7 titres en tout à la Stardom. Ça fait beaucoup. Alors, c'est un petit roster. Ça, c'est aussi une chose à dire. C'est que c'est un assez petit roster. Vous avez une 20-25 catcheuses qu'on voit régulièrement. Il y a beaucoup d'entrées-sorties, en particulier de catcheuses étrangères. Il y en a beaucoup de ce côté-là. Et du coup, ça tourne assez vite au niveau des titres. Et donc, parmi les 7 titres, vous avez donc le plus important qui est le titre World of Stardom, donc le monde de la célébrité. Et donc ça, c'est en plus, les ceintures ont toutes, à part une seule, ont toutes le même design. C'est juste la couleur qui change. Donc vous avez le titre principal qui est la ceinture rouge, le World of Stardom Championship. Après, vous avez... Alors, est-ce que c'est un titre secondaire? C'est ça qui est difficile à dire. C'est que c'est un titre qui est presque du même niveau que l'autre, mais qui a tendance à mettre en avant des catcheuses montantes. Voilà, en fait, c'est quand tu es une catcheuse montante, c'est rare que tu ailles directement te frotter à la red belt. Donc, tu vas avoir du côté de la white belt, qui est le Wonder of Stardom, qui est un titre qui est actuellement vacant. À beaucoup de titres, et c'est parfait parce que pour un titre dans du catch féminin, vous connaissez la blague sur internet du CV de une femme. Vous savez, tous ces titres où on voit une femme est premier ministre, une femme est machin de l'armée et tout. Ouais. Donc voilà, donc une femme a un CV de fou, et dans le catch en fait c'est Vacant qui a un CV, enfin Vacant a gagné tous les titres de toutes les fédérations. Et en ce moment, Vacant a ce titre-là. Et en fait, si ce titre est vacant, c'est que, et ça c'est une autre spécificité de la Stardom, c'est que la Stardom, en fait, a un grand turnover et donc c'est une fédération pas très vieille, hein, elle va avoir 10 ans en 2021, un grand turnover, et en fait, c'est souvent une fédération qui doit se rebâtir parce que les catchs s'en vont. Et là, en fait, la fin d'année 2019 et le début 2020 a été une sorte de cataclysme, hein, il faut le dire. Pas beaucoup de fédés auraient pu se relever, je pense. Et puis là, bon,
allez, on a eu 4 shows depuis la reprise, mais à voir ce que ça peut donner. En fait, entre la fin 2019 et le début 2020, on a partir donc prendre sa retraite. Hazuki, en fait, qui était celle qui a détenu le plus longtemps le High Speed Championship. Et en fait, c'était tellement devenu son titre que c'est elle qui inventait les stipulations. C'était devenu son truc. Et Hazuki, en fait, était la protégée de Kagetsu. Kagetsu, qui était en fait une des entraîneuses principales de la fédération et qui est aussi une grande catcheuse japonaise formée par Satomu. Ces deux-là ont décidé de prendre leur retraite. Alors Hazuki, qui était vachement jeune, donc c'est complètement absurde. Kagetsu, parce que elle en avait un peu marre. Et puis en fait, surtout, ce qui s'est passé, c'est que, et c'est pour ça que ça fait bien de parler de Stardom juste après la New Japan, c'est qu'en fait, la Stardom, aujourd'hui, appartient à la même boîte que la New Japan, à savoir Bushiroad. Et Bushiroad, en fait, voyait d'un assez mauvais œil, je dirais, et le management qui est vraiment très old school, avec si les catcheuses arrivent en retard aux entraînements, elles doivent payer des amendes et ça leur enlève du temps d'entraînement et des choses comme ça. Et surtout, en fait, Kagetsu poussait énormément Hazuki. Donc, c'était assez étrange de se dire que tu as une des entraînements. Je vais vous dire, Gedo et Okada, finalement. À l'époque où Gedo et Okada s'aimaient bien, c'était un petit peu ça. Donc, on a eu ces deux départs-là. On a eu très peu de temps avant le vrai drame de la saison. Arisa Hoshiki qui avait le fameux titre blanc, donc la white belt, qui était donc en fait une ancienne idole devenue catcheuse et qui faisait la navette entre l'idolisme et le en fait, qui suite à de trop nombreuses blessures à la tête et au cou a dû arrêter purement et simplement à l'âge canonique de 23 ans. Et donc là, des questions sont apparues en se disant, mais à 23 ans, ton corps est déjà suffisamment usé pour que tu arrêtes de faire du catch. Donc est-ce que c'est pas un petit peu hardcore ce qui se passe à la Stardom? C'est le cas, spoiler. Ouais. Comme un cataclysme ne vient jamais seul, on s'est retrouvé quelques semaines après avec la mort, le suicide de Hana Kimura. Ouais. Hana Kimura qui n'avait pas de titre, mais qui faisait partie de ces catcheurs qui sont tellement grands qu'en fait, ils n'ont pas besoin de titre. C'est des gens qui peuvent attirer à eux la lumière. Et c'était une showwoman incroyable, qui avait des qualités de catcheuse incroyables, mais qui, à côté de ça, était avait une gueule, avait une aura, avait... ouais, voilà. Un personnage terrible, qui avait été tellement... Enfin, en fait, quand tu es beaucoup pushé à la Stardom, en fait, on te donne une écurie. On te donne une faction. Et donc, du coup, elle s'est retrouvée une faction, les Tokyo Cyber Squad, une faction avec des énormes catcheuses à côté d'elle. Et ce drame-là, cette tragédie a eu lieu. Et moi, clairement, à ce moment-là, je me suis dit, mais comment la Stardom va s'en tirer, quoi. Et je me suis souvenu qu'en fait, la Stardom a l'habitude de reconstruire. La Stardom, enfin, quand Yoshirai et Kairi Ojo sont partis, on s'est vraiment posé la question, mais que va-t-il arriver de la Stardom? La Stardom est toujours là. Et en fait, à la Stardom, en fait, si vous voulez, ils ont Female John Cena. Mais pour le coup, alors on a beaucoup glosé sur Female John Cena. On s'est dit que Bayley serait sans doute la Female John Cena. Et en fait, pas du tout. Mais en fait, à la Stardom, ils ont une Female John Cena, donc il y a une catcheuse qui s'appelle Mayu Iwatani, qui est à la Stardom depuis le premier jour du premier show, comme Arisa Hoshiki, qui était déjà là à l'origine, et qui est... alors j'avais lu une expression que je trouvais incroyable, c'était vraiment le pilier autour duquel il fallait bâtir la Stardom. Et en fait, voilà, donc Mayu Iwatani est la championne rouge, c'est Female John Cena, dans la mesure où on peut lui balancer n'importe qui, elle saura
porter, je dirais, le match. Et là où c'est très étonnant, c'est que c'est quelqu'un qui peut perdre des matchs. Elle perd des matchs, mais ça n'affaiblit en rien son aura et ça ne fait aucun mal à ce qu'elle est. Et là, sur les derniers shows, donc sur les 4 derniers shows depuis la reprise le 21 juin, on voit tout de suite que quand Mayu Iwatani monte sur le ring, c'est tout de suite, il se passe immédiatement autre chose. Et en fait, elle fait partie de cette race de lutteurs, hein, où, par exemple, alors, j'aime pas le mot, mais de ce type de lutteur, par exemple, quand on dit qu'il y a des gens pour qui le catch est naturel, on a parlé de Kota Ibushi, restons sur Kota Ibushi, hein, c'est des gens qui respirent, qui sentent le catch par tous les pores de la peau, mais c'est des choses qu'on pourrait dire aussi sur, par exemple, quelqu'un comme Tristan Archer, ou aux États-Unis. Ah bah oui, parlons de Kota et des Golden Lovers. Un mec comme AJ Styles. Alors, je te recadre volontairement, Jérôme, parce qu'on a cette fâcheuse habitude pour rester dans les clous du timing. Du coup, ça me permet aussi, d'un point de vue technique, de te laisser le temps de remettre de la lumière, peut-être chez toi, parce que malheureusement, on ne profite pas de tes jolis yeux. Donc, on a parlé très rapidement de Satomura Meiko, donc, qui est quand même une figure canonique. C'est un peu la matrone, on va dire, de tout ça, parce que bon, c'est la mère du catch, c'est la mère du catch féminin modèle. Ouais, j'ai volontairement plus utilisé matrone parce que je préférais sur le côté matriarcal que forcément maman. Et ça me permet aussi de conseiller aux curieuses, pas seulement de la chose catchesque, même si Jérôme mettra un peu son veto parce que ce n'est jamais assez complet quand il faut parler de la Stardom. Une revue qui s'appelle Tempura, qui parle de culture japonaise et dans laquelle vous avez un article d'une 8aine de pages sur le Joshi. C'est une entrée en matière plutôt chouette. Et la revue, si vous êtes curieux de la culture japonaise ou curieux de culture et du monde en règle générale, est plutôt chouette. Le 2e numéro est sorti il n'y a pas très longtemps. Je perds ma parenthèse, mais c'est une bonne entrée en matière. Donc ce qui nous amène effectivement à Iwatani, c'est vrai, qui est très central. Alors excusez-moi, je vais le faire en full page, ce sera beaucoup mieux pour que les gens repèrent un petit peu. Iwatani, donc tu nous disais, il y a aussi également un autre nom très très fort qui s'impose et qui et comme tu le disais, qui est synonyme de reconstruction. Et après, je pense qu'on parlera du dernier show en date pour donner le pied à l'étrier comme tu l'as eu il y a quelques années, qui est Giulia. Alors, Giulia, c'est quelque chose. Alors, Giulia, en fait, c'est la dernière grosse arrivée dans les. Il faut savoir qu'à la Stardom, quand tu arrives, si tu dois être pushé, tu es méga pushé. C'est-à-dire que Giulia, en fait, avait été à la Ice Ribbon. La Ice Ribbon est une autre fédération de Joshi qui est assez connue. Alors, Stardom dit que c'est le number one in the world, number one Puroresu machin. Je sais pas si c'est vrai, je m'en fous. Pour moi, oui. C'est des petites économies, honnêtement. Hein, voilà, le c'est des petits machins. Ouais. Et Giulia, en fait, qui avait signé un contrat à Ice Ribbon, a cassé son contrat et est parti. Ça avait choqué. Mais de quel droit Giulia se casse? Et en fait, Giulia s'est cassée pour arriver à la Stardom. Où, alors, elle est arrivée en grande pompe, hein, tout de suite avec une feud rivalité contre Anna Kimura. Et là où c'est particulièrement comme si c'était pas suffisamment déprimant, toute l'histoire autour de Anna, c'est que du coup, cette feud qui s'annonçait monumentale, quand tu vois les deux catcheuses et les deux personnages, ben, on saura jamais ce que ça va donner. Donc, Giulia est arrivée. Et s'est retrouvé après quelques matchs dans un match à 3 contre 3 où on a dit mais avec qui va combattre Giulia, parce que il faut savoir que quand vous faites du tag à 2 ou du tag à 3 à la Stardom, vous faites ça forcément en fonction de votre faction. Alors voilà, il faut savoir que y a donc ces histoires de factions qui sont hyper importantes et qui sont fondamentales pour comprendre le booking et pour comprendre en fait les résultats de certains shows.
Alors, je ne vais pas faire toutes les factions. Il n'y en a pas tant que ça parce que c'est une petite écurie. Mais grosso modo, vous avez la faction des gentils, la pure faction de Babyface, dans laquelle se trouve évidemment Mayuri Watani, qui s'appelle Stars, et dans laquelle se trouve aussi donc Starlight Kid, dont je vous ai parlé, où se trouve une autre lutteuse très importante de la Stardom qui s'appelle Tam Nakano, et j'y reviendrai parce qu'on parlait de Julia, où se trouve les vrais babyface. Si vous avez un pur babyface, il est chez Stars. Après, vous avez beaucoup de factions de twinners, grosso modo, où vous aviez celle de Hana, qui s'appelle Tokyo Cyber Squad, où le motto, donc en fait, il y avait équipe, c'était tout le monde est différent, tout le monde est spécial. Et c'était vraiment un truc que portait Hana. Team inclusif, quoi. C'est ça, avec sa personnalité, avec sa gouaille, c'était vraiment. Et puis Hana qui débarquait en promo en disant mais c'est quoi aujourd'hui, on a quoi comme combat? C'est ça, et puis rappelle quand même, feu Hana toujours dans nos cœurs, métisse singapourienne, on l'avait dit. Donc, ouais, il y avait ça aussi. Alors, Julia étant aussi une métisse italienne. Voilà. Donc voilà, je continue sur les factions. Alors dans les twinners, après vous avez Queen's Quest, qui est menée par une lutteuse qui s'appelle Momo Watanabe, qui est une très 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 bonne lutteuse. Mais on ne sait jamais trop si elle est au bord d'avoir des titres ou pas. Et puis après, vous avez la faction des très méchants. C'est Ishii, très, très en fait, Momo. C'est quoi? C'est Ishii, Momo. C'est ça, ouais. C'est pas une mauvaise idée, ouais. Et après, vous avez la faction des très très méchants qui s'appelle Oedo Tai. Et c'est Oedo Tai qui a perdu Hazuki et Kagetsu. Ils ont récupéré donc une lutteuse qui était là et qui est restée, qui s'appelle Natsuko Tora, qui est une très très méchante, qui a un côté catcheur qui s'en fout. Il y a un match aujourd'hui, ouais, j'en ai rien à foutre, défoncer la personne en face de moi. Et c'est la seule écurie en fait qui utilise des shenanigans, si cher à Mika, avec des accessoires. Donc Natsuko Tora a toujours une chaîne avec elle. Et il y a toujours un moment où elle va essayer de détourner l'attention de l'arbitre pour essayer d'étrangler quelqu'un ou de le frapper avec sa chaîne, ou de mettre une grosse droite avec la chaîne. Donc, ça tombe bien, et là on s'est dit, si Julia fait un match 3 contre 3, c'est que Julia va avoir une stable. Et en effet, Julia se retrouve avec une faction, avec deux autres lutteuses qui étaient des freelanceuses bien connues du circuit indé japonais, donc Meika et Shiori, et qui a même récupéré un quatrième membre de la faction. Alors, ce qui pose évidemment un problème, un titre que la faction de Julia a obtenu, qui est donc en fait l'article qui s'appelle le titre qui s'appelle Artist of Stardom, qui est le titre du Free Tag Woman, donc des matchs à 3 contre 3. Ouais. Cette nouvelle catcheuse qui est arrivée, qui s'appelle Himeka, qui est connue aussi sous le nom de Princesse Jumbo, parce que c'est une gigantesque catcheuse pour le catch japonais, fait qu'en fait c'est la seule qui n'a pas la ceinture dans la faction. Donc du coup ça va sans doute rebattre les cartes pour les mois et les semaines à venir. Néanmoins, voilà, Julia a tellement été pushée qu'elle est arrivée, qu'elle a eu une faction, que avec ça, elle s'est retrouvée donc dans le tournoi, un des tournois les plus importants qui s'appelle le Cinderella Tournament, donc le tournoi de Cendrillon, où si tu gagnes le tournoi, tu as droit à un vœu. Julia a gagné le tournoi en finale contre Natsuko Tora, et Julia était là en fait pour son vœu à elle. Elle a exprimé immédiatement: moi je veux le titre blanc. L'idée c'était pas de lui donner le titre rouge, parce qu'à ce moment-là c'était plutôt Hana Kimura qui était pressentie pour aller titiller Mayu Iwatani avec des... Hana a filé une banane à Mayu qui s'était retrouvée sur une photo avec une banane sur une photo officielle, et donc ça c'est des choses qu'on peut pas accepter. Alors il faut savoir une chose sur le booking de la Star, c'est que vous ne pouvez pas être... Le booking de la Stardom c'est très simple, c'est très naturel, c'est souvent j'aime pas. Ah, il y a des petites coupes, Jérôme, tu as dit. On ne peut pas être quoi dans le booking? Ah, on ne peut pas être perdu. D'accord. C'est très difficile parce que le booking est très simple. Il y a des rivalités au long cours, mais on est vite rappelé.
Et puis aussi, il faut savoir que dans Stardom World, donc qui est l'équivalent de la New Japan World, C'est ça. qui est qui est le site sur lequel vous pouvez voir les Officiellement et matchs légalement. officiellement, en payant 920 yens par mois. Mm. En fait, quand une allusion est faite pendant une promo de vieilles choses de vieilles histoires entre des catcheuses, la personne qui fait les sous-titres en anglais explique entre parenthèses ce qui se passe. C'est-à-dire que si Limite là, en par mode exemple, didascalie, quoi. c'est ça, mais Ok. vraiment, vous savez, souvent dans les fan trad, regarder des animés, quand vous regardiez des animés, vous aviez en fait une partie, on t'explique ce que veut dire ce mot. Et là, franchement, voilà, là en ce moment, il y a une grosse feud entre Julia et Tam Nakano. Et grosso modo, les invectives qu'elle se balance sont toujours expliquées. Ce qui fait qu'en termes de feud, peu importe quand est-ce que vous allez arriver, vous allez réussir à comprendre quelque chose. Et du coup, alors voilà, ce qui peut donner aussi envie, c'est que, donc là je vous parle de plein de personnages différents, c'est que c'est vraiment des lutteuses qui sont toutes très différentes, malgré le fait qu'on ait des babyface et des heels, hein. Ça, pas de souci, on comprend bien le délire parce que c'est le même catch partout dans l'univers. Par exemple, au sein même de la faction Babyface, donc de Stars, on retrouve Tam, et Tam est une sorte d'opposition à l'intérieur de ça. C'est-à-dire que quand toutes les autres font des trucs très kawaii, alors que Tam Nakano a un Instagram qui me met souvent très mal à l'aise en termes de kawaii, elle tire un peu la gueule, elle a les bras croisés, elle fait pas les mêmes trucs que toutes les autres. Et Portal, pensez à cette youtubeuse dont le nom m'échappe pour les plus jeunes, Shirashi, Lady Shirashi, je sais pas quoi, qui était, je crois, l'ex-compagne de David Lafarge. Moi, je l'ai plus connu sur ces moments malaise, malheureusement, où il faisait très souvent des vidéos dégustation ou ouverture de boosters de de packs cartes Pokémon. Pokémon. Donc voilà, ça vous donne un peu un ordre d'idée du genre de promo. Ce qui me permet de faire une précision, et juste après, Jérôme, avoir terminé ton idée, de terminer sur les résultats les plus récents, pour qu'on reste dans les temps. Pour te redonner la parole, ce qu'il faut savoir aussi, tu parlais de notion kawaii, enfin de personnages mignons, ou en tout cas beaux, en tout cas séduisants, son critère, belle en l'occurrence, c'est qu'il y a toute une économie, même si elle reste assez modeste, bien que Bushiroad mette son nez dedans, ça doit pas être par hasard, et que, en tout cas, il faut savoir qu'avant Bushiroad, c'était un truc extrêmement artisanal. Et donc, dans ce côté artisanal, était vendu très régulièrement ce qu'on appelle des revues d'illustration, des gravures modèles. C'est un truc qui marche énormément au Japon, qui est toute une économie de photos, en général plutôt modèles, bikini, etc. Ça peut aller sur du très suggestif, mais on n'est jamais effectivement, on est toujours à la frontière de l'érotisme, etc. Donc ça va aller jusqu'à éventuellement des nus, pensez photos d'un Playboy ou des choses comme ça, ou d'une revue érotique quelle qu'elle soit. Et donc c'était une économie un peu confidentielle qui va peut-être se développer, de la même manière que Félix nous rappelait en même temps que Tristan Archer qui était avec nous la semaine dernière, qu'il y avait un développement des jeux mobiles. D'ailleurs, ça n'a pas tardé. Il y a eu énormément de packages de personnages de la Stardom qui sont arrivés Dans Fire Pro. Exactement. Donc voilà, ça me permet de boucler cette boucle pour expliquer qu'il y a plein de petits éléments dans lesquels ce pauvre Jérôme y reviendra, promis, et il vous donnera le feu, le Moero, comme on dit en japonais, il brûlera de passion pour la Stardom. Mais là, voilà, on résume tout ça. Et tu allais nous dire, Jérôme, avant de passer au résultat de l'avant-dernier show, je crois, dernier en date, ouais. Qu'est-ce que je sais même plus ce que je vous sur disais. Tan et sur qui est Oui, plutôt parce que c'est qu'en fait il y a en fait vous avez à l'intérieur des stables, en fait, bon, là par exemple, Julia est une leader d'une écurie, enfin d'une faction où là carrément elle est un peu en opposition avec ses propres compatriotes, avec ses propres copines de faction. En fait, il faut savoir que jusqu'à très récemment, et quand je dis très récemment, c'est l'avant-dernier show, Julia n'avait jamais perdu sur un compte de 3.
il y avait des disqualifications, il y avait des time limit draw. Ah oui, alors ça, c'est un truc que vous très souvent à la Stardom, c'est des time limit au temps. Ouais, bah on va le voir des juste après. draws au temps. Ouais. Ça, c'est un truc que vous voyez jamais chez les autres. Et à la Stardom, vous les voyez. C'est très rare. C'est très rare. Le très dernier rare. marquant en date, c'était peut-être le Kenny Okada du deuxième, c'est ça? Du deuxième Kenny Okada? C'est le deuxième, ouais, c'est ça, c'est le hein, deuxième. c'est ça. Ouais. Je pense que nos experts nous confirmeront si c'est ça ou pas. Ok, oui, donc des draws qui sont un peu monnaie courante. Ouais, oui. Ouais. Donc vous avez des draws et là en fait, et Giulia n'a pas intégré l'information. Enfin, dans ses promos, elle dit je vais rester invaincue jusqu'à prendre le titre blanc parce que oui, Giulia est en piste pour le titre blanc et j'y reviendrai. Himeka, donc Himeka lui dit mais non, tu as perdu hier. Non, c'est Donna Del Mondo, donc la faction qui a perdu. J'ai pas perdu. C'est faux. Moi, j'ai pas perdu. Moi, je suis undefeated. Et voilà, et ses camarades lui disent non, mais t'as craqué. Et puis à la fin de. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est très important à la Stardom, c'est les personnes qui finissent le show. Parce qu'elles peuvent représenter leur faction et donner la note de fin. Et là, un des shows a fini sur non, mais attends, t'as perdu. C'est ses propres coéquipières qui disent à Giulia, mais t'as perdu. Donc c'est très. Mais allô, quoi. Donc voilà, donc. Alors il y aurait plein de choses à vous expliquer parce que. Je te recadre la mort dans l'âme. Oui, c'est. Alors. Il y a un truc que je dois dire parce que je veux être très objectif. Tu as parlé des gravures modèles, je vais être objectif autour de tout ça. C'est que personnellement, je suis assez mal à l'aise avec les cas. Il y en a un catalogue qui s'appelle Bikining qui sort une fois par an avec un certain nombre de catcheuses de la Stardom en bikini. À côté de ça, on a une fédé en fait où les catcheuses sont payées en fonction des marchandises qu'elles vendent. On a une fédé qui est très sur le choix de toute l'équipe. C'est quelque part assez démocratique, même si c'est surtout pour un homme, en fait, Rossi Ogawa. Quand il y a des décisions importantes, il y a un vote qui est fait par toutes les lutteuses. Donc c'est dans cette histoire-là que se sont retrouvés Hazuki et Kagetsu à partir, parce que Bushiroad a posé le vote sur la table. Donc il y a ça. Les lutteuses s'entraînent ensemble 2 à 3 fois par semaine. Elles ont leur propre salle où elles vont s'entraîner 2 ou 3 fois par semaine. Je vous conseille de regarder un excellent documentaire où Chris Wolf est interviewé. Chris Wolf qui a quitté la Stardom en mars 2019 pour blessure aussi, beaucoup de blessures. Ça interroge quand même pas mal la Stardom, donc il y a ce problème-là. Donc après, il y a les gamines. Alors les gamines, évidemment, ne se cognent pas, ne se bastonnent pas aussi violemment que les grandes. Qui seront en ouverture d'ailleurs du dernier show en date. Et souvent, elles font les openers. Là, en fait, les deux gamines actuelles qui sont Ina et Rina, qui sont 2 sœurs, font tous les openings des derniers shows. Donc voilà, c'est une manière pour elles de montrer. Après, dans les gamines, parce qu'ils sont plus des gamines maintenant, Hazu, Starlight Kid, il y a eu un moment, Ogawa, donc le chef, le président de la Stardom, qui n'est plus maintenant à cause de Bushiroad, disait c'est Starlight Kid qui va percer et l'autre Azumi est un peu à la traîne. Et en fait, actuellement, je suis en train de me dire si c'est pas Azumi qui va devenir plus importante. Donc voilà, il y a quand même un suivi à long terme. Beaucoup de remaniement, beaucoup de reconstruction, certaines malheureusement. De reconstruction, mais elles, par exemple, Azumi et Starlight, ça fait 5 ans qu'elles sont là. Elles ont 17-18 ans aujourd'hui, donc autant regarder à quel moment elles ont commencé. Donc c'est plutôt bien géré. Et puis, pour finir, alors que ça, c'est sur un truc extrêmement récent, en termes de feud avant de partir sur les résultats. Donc, je vous parlais de la feud actuelle entre Giulia et Tam Nakano, qui a commencé sur les réseaux sociaux et qui a atteint, alors, pour le moment, son climax dans un match, hors d'un match. C'est-à-dire que les 2 lutteuses étaient en train de faire des photos pour le prochain catalogue Bikining à tous les coups. Donc, et en fait, ça a dégénéré. Elles ont fini par se taper dessus. Alors, in kayfabe et en termes de feud,
toutes les occasions sont bonnes pour se foutre sur la gueule, parce que c'est bien ce qu'on voit depuis qu'elles ont commencé à se tourner autour. Ah, Les occasions. Il y a bien eu un karaoké à SmackDown, on en reparlera tout à l'heure, donc voilà. Ouais. Toutes les occasions. Donc voilà, et ça a fait revenir des vieux réflexes en disant ah c'est l'attitude des rats, c'est un brin panties match, machin. Ça me met assez mal à l'aise parce que c'est une feud que je suis, qui m'intéresse, et puis on va voir des choses formidables, je pense, quand ce match va avoir lieu in-ring. Mais c'est vrai que là, de voir deux catcheuses en bain se taper dessus, ça a fait revenir quelques vieux réflexes de l'attitude des rats. Donc voilà, après... In kayfabe, c'est logique, hein, parce que toutes les occasions étaient bonnes pour se taper dessus. Après ça, voilà, il y a des trucs comme ça à la Stardom qui font que des fois, je me dis comment dire que je ne participe pas à ce truc-là tout en suivant assidûment ce catch-là. Ce qui va nous permettre de parler des 4 derniers shows, puisqu'on va parler de l'actualité de la Stardom. Alors en fait, il faut savoir que depuis la reprise, donc depuis le 21 juin 2020, Stardom a déjà fait 4 shows. Pas 1, pas 2, mais 4 shows. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas d'hebdomadaire à la télé. Il y a un hebdo sur YouTube qui s'appelle We Are Stardom. Mais là, en fait, retour de show, avec les derniers shows, un des derniers, c'était No People Gate, donc j'en avais déjà parlé. C'est un show où en fait il n'y avait personne dans le public à part Liger, à part Jushin Thunder Liger qui était là pour commenter. Donc le public c'était Liger, c'était génial. Ça s'appelait No People Gate. Et en fait il faut savoir que la Stardom adore mettre des titres en anglais à ses shows et que vraisemblablement personne ne parle anglais à la Stardom. Je confirme. Ce qui fait que les noms des titres, les noms des shows sont complètement débiles. Et le show de reprise s'appelait Stardom is Again. Ça fait français très littéral, du coup. Genre, la Stardom est de nouveau, quoi. C'est ça. Voilà. C'est The Return of Stardom, Stardom is Back. Stardom is Again. Donc je te back, effectivement, qui a eu lieu le 21 juin, relativement récent, qui a eu d'annoncer une centaine de personnes, a priori, dans le public, et qui a ouvert avec 2 jeunes donzelles dont tu nous as déjà parlé, qui sont Hina et Rina. Alors, contre Natsu Sumire. Avant ça, moi, ce show-là, j'en parlerai peut-être un peu plus que les autres shows. C'est un truc que j'avais jamais fait en regardant du catch, c'est que j'ai passé 2 heures à pleurer. D'accord. Voilà, j'ai passé précise la pour durée. Ceux qui nous découvrent avec ça que la mort de Nakimura, comme beaucoup de gens, nous a particulièrement tous les deux bien affectés, quoi. Donc voilà, moi j'ai passé 2 heures à pleurer. En fait, par 10 comptes de 10 coups de cloche. Et un salut. On a eu des tas de saluts de Tokyo Cyber Squad faits au ciel. Les catcheuses pleuraient beaucoup aussi. Ouais, Jungle Kiona, donc, qui est la meilleure amie de Hana, ne pouvait pas combattre. Elle a dit je suis pas en de remonter sur un ring, mais je vous promets que je reviendrai. Julia aussi, qui fermait le show, a eu un geste pour Hana parce que c'était la feud du moment. Enfin voilà, c'était un show où c'était un hommage, quoi. Il y avait un show hommage. C'était un show hommage. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tous les combats qui ont eu lieu mettaient un membre de Tokyo Cyber Squad, sauf un où c'était que des Queen's Quest entre elles, face à quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est toujours les membres de Tokyo Cyber Squad qui ont gagné. Et ce qui fait que dans le premier match, alors ça c'est important à comprendre, c'est pour ça que je dis que c'est important de comprendre les factions pour se dire mais pourquoi c'est toujours celle-là qui gagne. Alors des fois ça donne des choses comme donc le premier Rina et Natsu Sumire. Donc là en fait avec Rina qui est donc chez Tokyo Cyber Squad, il y a un truc un peu bizarre, c'est que Rina a récupéré tout le moveset de Hana. Oui. Elle a une mèche rose et une partie de la tenue. Voilà, une partie de la tenue. Et vous savez,
les grandes bottes en moumoute comme Arc-en-ciel. ouais, arc-en-ciel, les grandes bottes en moumoute que porte aussi Vera Loca. Ah, j'ai oublié son nom. L'épouse de John Morris. Désolé, je Ah, vois pas la raison. Valkyrie, Taya Valkyrie. Voilà, Taya Valkyrie, excuse-moi Taya, de ce genre de truc. Excuse-nous, Et en Guillaume. fait, elle a battu Natsu Sumire, donc qui est de la stable des grands méchants de haut et de taille, avec un Hydrangea, qui est la prise de soumission de Hana, qui est l'Hortensia. Hein. Voilà, et sa musique, la musique d'entrée de Rina et la musique. Alors, moi, je comprends très bien. C'est une gamine, c'était la leader. J'espère juste qu'ils vont pas trop rester longtemps là-dessus. D'accord. C'était la Très musique honnête. d'Anna, il y a eu une coupure, c'est ça que tu disais? Sa Oui, musique, en d'accord. fait, elle Ouais. entre Ouais. avec sur le thème D'accord. d'Anna. Ok, bah c'est vrai que ce serait un peu morbide pour elle. Je suis vraiment navré, hein, Jérôme, pour qu'on soit dans les temps. Je te presse un petit peu. Death Yama contre Saki Kashima. Death Yama, Alors, pour resituer, vous imaginez le groupe Kiss avec une peinture qui est un peu dégoulinée et un côté très très... Ou alors le manga Detroit Metal City, pour ceux qui connaissent. oui, Voilà. en fait, Death Yama, c'est un pur comédie caractère. Ouais. Qui est fait par une catcheuse qui s'appelle, j'ai oublié son nom, qui catch aussi à la Pure J. En fait, qui consiste à trouver toutes les bonnes occasions pour faire ça. Voilà. Ça consiste en ça, c'est un pur comédie caractère. Et comme c'est une Tokyo Cyber Squad, en fait, elle a battu. Kaori Yoneyama. Voilà, Pardon. Kaori Inuyama, voilà. Donc elle a gagné ce match, alors que d'habitude, Death Yama est là que pour ramasser les pains. C'était un match drôle à voir. Oui. Death Yama gagne. Et puis en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est une catcheuse qui sait vraiment catcher. Mais quand elle est in caractère en Death Yama-san, elle ne fait rien d'autre que réussir à faire des c'est vraiment, c'est très très. Attends, elle est tellement extrême là-dessus que même après ces matchs ou avant ces matchs, parce qu'il faut savoir qu'à la Stardom, les catcheuses restent autour pour soutenir leurs camarades pendant les matchs, soit pour leur ouvrir les cordes, soit pour leur donner de l'eau ou des choses comme ça. Ouais. En fait, elle est in caractère même quand elle ne combat pas. Elle traîne dans la salle en faisant le personnage de Death Yama-san. C'est un truc de fou. Donc voilà, c'était très étonnant de l'avoir gagné ce jour-là. Sur un contre, d'ailleurs. En plus, ouais, voilà. c'était tout à fait un contre. Donc c'était vraiment inattendu, mais dans le fait que là, on était vraiment à voir que des victoires de Tokyo Cyber Squad. Voilà. Alors après, il y avait un match Konami contre Natsuko Tora. Oui. Alors, Konami, rien à voir avec Suikoden, hein, et c'est pas pourtant 10 podcasts. On espère qu'ils nous écoutent. Et pourtant, on espère qu'ils nous écoutent. Moi, j'en attendais beaucoup et j'ai été très déçu. Ouais. Konami, qui est une Tokyo Cyber Squad aussi, et Natsuko Tora, qui a été finaliste du Cinderella Tournament, qui est donc la méchante île de la Fédé. Beaucoup de shenanigans, la chaîne qui a été mal utilisée. Bon, tu sentais que je sais pas si Konami était pas trop dedans. C'était un peu compliqué. C'était un match un peu compliqué. Et un peu brouillon, ouais. Un peu brouillon, peut-être qu'elles ont fait de leur mieux. J'aurais pas mais pas bon, voilà, entre-temps, j'en étais à mon 8e paquet de mouchoirs à m'essuyer les yeux, donc peut-être que j'ai loupé le match. Non, je te dis, je l'ai vu moi aussi pour l'occasion, et ça restait un petit peu en deçà. Pour info, soyez quand même vigilants, en espérant que les choses continuent de s'améliorer, mais en France, il y a une tradition quand même de passage de catcheuses japonaises. On a déjà vu déferler justement des Konami. Kana, Asuka est déjà venue en France. Donc voilà, si vous êtes fan de catch, n'hésitez pas à suivre soit du côté d'Appareil Manga ou de Japan Expo, et même tout ce qui est chaud, on va dire, qui peut avoir un minimum de trucs japonisants, parce que il peut y avoir parfois des
et des fois les gens ne le savent même pas, hein. Moi je me souviens que il y avait du merchandising, il y avait un passage de Bushiroad il y a 2 ou 3 ans, enfin comme ça que j'avais fait une des interviews d'un des premiers podcasts hors série, enfin voilà, soyez vigilants. De toute façon on vous le dira si c'est le cas, mais soyez vigilants. AZM et Momo Watanabe contre Saya Kamitani et Utami Hayashishita. Donc là, en fait, c'était Queen's Quest contre Queen's Quest. Donc Queen's Quest, je vous dis, c'est les purs twinners. Et en fait, c'est pratiquement, en termes de catch, la meilleure faction disponible. Parce que, voilà, vous avez des très bonnes catcheuses dedans. Ouais. Donc Momo Watanabe, donc, qui est une sorte de Ishii, si vous voulez, qui a des coups incroyables et des trucs vraiment très difficiles à sortir. Donc AZM Azumi, donc, qui était une petite, une des gamines, je dirais, de l'époque de Starlight Kid, qui est devenue une catcheuse extrêmement prometteuse et qui, j'espère, si elle ne se blesse pas, ira très très loin. Contre donc Utami Hayashishita, qui, les fans de la Stardom s'accordent à dire que ça va être la prochaine très très la prochaine à aller à la WWE. Non, j'exagère. Voilà, ne on nous fais pas de mal. Pas. Mais en tout cas, c'était un très bon match qui s'est terminé par une limite au temps. Voilà. Qui s'est terminé par une limite au temps. Et on a vu... savoir que AZM, en fait, est plutôt une high speed. Donc, on a vu du AZM pur qui monte, qui saute, qui contre. Momo Watanabe, qui est plutôt une brawleuse, qui a fait du Momo Watanabe. Super rythme, vraiment. Super rythme, ouais, voilà. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant à la Stardom, c'est que même si tu connais pas, moi, au début, je connaissais rien à la Stardom. Bah, quand vous regardez des matchs, au début, vous vous dites où est-ce que ça va, et puis au bout d'un moment, vous décrochez plus parce que là, ce match-là, qui est un match, alors c'est pas des mid-cardeuses, c'est un peu plus que ça quand même, mais où il n'y a pas d'enjeu et c'est à l'intérieur de la même action. Vous voyez un super match. Vous sortez de là en vous disant ah ouais, il s'est passé tout ça et vous n'avez pas vu les 20 minutes passer. Et comme tu nous disais, qui ne sont pas spécialement longs, 20 minutes à échelle d'un 38 minutes que rappelaient Félix et Michael tout à l'heure. Et ce qui nous fait terminer, mais vraiment on fait vite comme vous le sentez parce qu'on a encore pas mal d'autres choses à vous dire, mais voyez-le. Très très chouette match. Et enfin, donc Giulia, la fameuse, la seule, l'unique, accompagnée de Maika, Syuri et Himeka, une nouvelle ancienne, on va dire, contre Hiwatani, Saya Iida, Starlight Kid et Tam Nakano. Voilà. Et alors, en fait, donc c'était le match où était révélée l'arrivée de Himeka. En fait, on savait que c'était un 4 contre 4, mais on ne savait pas qui serait la quatrième. Donc Himeka, freelanceuse bien connue, Jumbo Princess. En fait, on a vu un super match. Pourquoi ? Parce que, en fait, les petites lutteuses de Stars, qui étaient ici, donc Starlight Kid et Saya Iida. Alors, Saya Iida, il faut vous imaginer un truc incroyable. Le type de catch de Saya Iida, si vous regardez sur Cage Match, Saya Iida est défini comme une powerhouse. Imaginez que Saya Iida, c'est Cage the Machine. Sauf que Saya Iida fait 1m47. Donc du coup, un de ses surnoms, c'est Little Giant. Et en fait, on a surtout vu Saya Iida, Starlight Kid, qui ont énormément été mis en lumière. Alors, pas mal pour se faire rosser, mais aussi en fait pour montrer que ce sont des catcheuses avec lesquelles il faut vraiment compter. Et la Stardom aussi est une fédération où on voit mieux briller, je dirais, en fait, les catcheurs qui sont capables de porter les autres lutteurs. Là, l'idée, c'était de faire briller, évidemment, Himeka et de redonner Giulia et à toute sa faction un rôle assez dominant. Eh ben, Saya Iida et Starlight Kid ont absolument été brillantes. Moi, je trouve qu'elles ont été brillantes dans ce match-là. Elles ont complètement estompé Mayu Iwatani et même Tam Nakano. Alors, Tam Nakano, elle s'est pris un énorme coup de pied. Oh là là. Alors, de Giulia dans la tête. Pas qu'un seul, hein. Non. Alors si pour vous, les gros V-triggers de Kenny Omega sont impressionnants, allez voir les kicks de Giulia qui place Nakano sur la corde. Oh, c'est impressionnant.
Et donc il faut savoir que même si ils font attention, Tam Nakano s'est retrouvé Elle s'est retrouvée, tu disais? Excuse-moi, il y a eu un avec coup. un énorme bleu, Ah oui, d'accord. au visage. Donc c'est un match qui a assis la feud entre en fait la rivalité entre les deux. Et c'est un match qui faisait plaisir dans la mesure où on a pris un peu les éléments les plus brillants à ce moment-là. Donc il y avait Julia d'un côté, Himeka qui était la nouveauté, Mayu, Tam et surtout les Saya et Starlight Kid qui ont, je répète, qui ont vraiment été magistrales sur ce match-là. Et surtout le match se finit par au moment où les lumières s'éteignent, Julia s'en va et lève le poing en direction du ciel. Enfin bon, moi j'en pouvais plus. J'ai été obligé de changer de t-shirt, je pense, tellement j'avais pleuré là-dedans. Mais donc c'était un show qui avait juste vocation à dire, je pense, on est revenu. On est revenu, on a des choses en besace. Et pensez à nous. Nous, on pense à vous. Nous, on pense au public. Et on pense à toutes celles qui nous ont quittés. Blessures ou compagnie. Mais pensez à nous. Donc, c'était un show émotionnellement très, 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 très compliqué. Et après, au niveau du catch, on a quand même vu... Et puis, alors, c'est étonnant parce que c'est 2 tags, en fait. Un 8-man tag team et un tag normal 2 contre 2 qui ont porté le show. Les single matchs étaient un peu en dessous. Mais c'était vraiment pour dire, voilà, on est revenu, on est là, on compte sur vous et on va essayer de passer un été important. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à la Stardom, l'été, souvent, il y a certaines jours, en fait, il y a 2 shows par jour. La Stardom, c'est des spécialistes on a un show l'après-midi et un show le soir. Et comme le show du soir est à 18h, le show de l'après-midi est à 15h. Donc du coup, les shows sont courts. Et là, en fait, c'était une manière de dire, on va essayer de relancer la machine. Et ce qui fait que donc, ce show-là a été suivi par un show sur 2 jours. Donc 15 jours plus tard, hein, le 11 et 12 juillet. Et c'était les shows, c'était Stardom New Summer, le nouvel été de la Stardom. Et on terminera là-dessus, du coup. Ouais, non, parce que c'est un show sur 2 jours. Alors, je préfère prévenir tout de suite. Hein. En fait, il y a eu un show qui a eu lieu aujourd'hui, où il y avait pour le coup des nouveaux matchs pour les titres. Parce que jusqu'ici, il n'y avait aucun titre en jeu. C'était juste des reprises et de la remise en place je dirais, et d'échiquier de la Stardom. Il y a eu un show qui a eu lieu aujourd'hui. Et en fait, quand vous êtes abonné Stardom World, vous ne pouvez pas voir les shows en direct. Mais les shows en direct, vous ne pouvez les voir que si vous êtes au Japon. Et actuellement, je peux aller vérifier tout de suite, mais je ne crois pas. Alors, je pense qu'on sera un peu juste, sauf si c'est très rapide ta vérification. Non, mais je voulais juste vérifier que rien n'a été mis en ligne jusque-là. Le sens du dévouement de cet homme est sans limite. Oui. Non, voilà, il n'y a toujours pas eu de match mis en ligne du 17, donc on finira sur le New Summer. Okay. Et en fait, voilà, donc le New Summer, on va faire les 2 jours. Alors, l'idée, grosso modo, c'était, depuis qu'ils ont repris, l'idée, c'est de dire Donna Del Mondo, donc la faction de Julia, est un peu sur le toit du monde. Donc, les main events ont été, à chaque fois, des matchs avec Donna Del Mondo. Donc, c'est toujours Julia qui finissait les trucs. Alors, on a eu le premier jour, donc on a eu un tag. Un élément, Jérôme, vraiment un élément signature, parce que là, sinon, on est beaucoup trop long. Ce que tu as vraiment retenu de l'ensemble du show, parce que là, on fait vraiment du bonus rab. Oui, en fait, c'était le retour de Jungle Kiona, donc la meilleure amie de Hana, dans un match tag team contre ses coéquipières. Pas grand chose à en dire. C'était intéressant de revoir tout le monde combattre. Non, en fait, il y a une chose à retenir ici. 2 choses à retenir, c'est encore des tag teams. Donc, un tag où Mayu Iwatani a fait équipe avec Ryo. Ryo, en fait, Liho, qui n'a pas de faction actuellement. De faction. Et qui se balade un peu, mais qui traîne toujours du côté de Stars.
On qui a repart sur... défendu. Je suis vraiment désolé, hein, Jérôme, je Oui. t'embête, mais on repart encore sur l'ensemble des résultats. Vraiment, un Non, non. dernier élément pour conclure. Parce qu'il faut qu'on enchaîne. Là, on est à 1 heure sur Ok. sur l'ensemble de la Stardom. Il nous reste Donc, en encore... fait, très simplement, Ouais, très simplement, c'est que les cartes ont été rebattues. Et donc, maintenant, on a un match qui a déjà été annoncé pour la ceinture rouge, donc pour le titre mondial, où Mayu Iwatani va donner sa chance à Jungle Kyona, qui était un peu qui traînait autour et qui va avoir sa chance. En plus, le match aura lieu à Nagoya, donc chez Jungle Kyona. On aura ensuite, donc pour la ceinture blanche, en fait, ce qui a été mis en place, c'est un tournoi entre 4 catcheuses. Et les 4 catcheuses sont donc les 2 gagnantes du Cinderella Tournament, donc Julia et Natsuko Tora. Et en face, il y a Konami donc de Tokyo Cyber Squad et de Tam Nakano. Donc les demi-finales, c'était donc c'est 2 demi-finales et une finale. C'était Julia contre Konami et Natsuko Tora contre Tam Nakano. Voilà. Bon, je ne vous donne pas les résultats, mais sachant que Julia et Tam Nakano se foutent sur la gueule en ce moment. Voilà. Et puis après, donc, il y avait un titre qui était vacant depuis assez longtemps que Azumi c'est Azumi qui a dit je vais arrêter de défendre, qui était le titre Future of Stardom. Et le titre Future of Stardom devait se jouer entre donc Saya Ida, donc la Little Giant, ouais. Saya Kamitani, donc qu'on appelle aussi Big Saya ou Tall Saya, et la troisième c'est le cas de Donna Del Mondo selon une stipulation extrêmement marrante qui consistait à dire celle qui aura la ceinture c'est celle qui va réussir à battre les 2 à la suite. Donc grosso modo 2 catcheuses se battent, celle qui gagne reste, une nouvelle catcheuse arrive. Si la catcheuse qui arrive bat celle qui vient de gagner, on recommence. Et donc, en fait, il fallait gagner 2 matchs d'affilée Les pour résultats, survivre. et on terminera là-dessus. Alors, les résultats, c'est tombé aujourd'hui. Et en fait, c'est Donna Del Mondo, donc c'est Maïka qui a eu le titre en battant donc Tall Saya et Little Saya. Ok. Voilà. Très bien. Donc, tour... plus des centaines de choses à vous raconter, mais, c'est vrai ça que s'entend, bon, ouais. ça s'entend et je m'en veux vraiment. On verra si c'est possible. On va pas promettre des choses inutilement, mais si Jérôme peut être des nôtres, on reprendra éventuellement, laissera une petite place dès la semaine prochaine, même voilà. Et on va passer, donc je vais laisser les chers collègues qui sont restés silencieux et bons camarades. On va passer à la suite